Bonjour et bienvenue sur Egomus. Nous continuons notre découverte des statistiques descriptives et aujourd'hui nous allons nous intéresser aux ajustements affines. Alors ajustement déjà, quand on parle d'ajustement, c'est qu'on va essayer d'avoir une approximation de quelque chose et affine, eh bien on retrouve un petit peu affine. Les fonctions affines, ce sont des fonctions qui se représentent par une ligne droite, souvent sur l'équation y égale à x plus b. Donc on a déjà compris un petit peu ce qu'on allait mettre en place, c'est qu'on allait faire une approximation qui ressemble à une droite d'un nuage de points. Alors on avait déjà parlé un petit peu du sujet quand on avait parlé des statistiques à deux variables, mais aujourd'hui on va voir le problème un petit peu différemment. On va essayer de comprendre la méthode des moindres carrés, on va essayer de la programmer en Python, et puis on va essayer de voir un petit peu à quoi ça correspond, comprendre un petit peu les caractéristiques qui sont derrière. De toute façon on aura besoin de les comprendre pour pouvoir programmer la fonction. On finira la vidéo en parlant d'interpolation et d'extrapolation. Là aussi ça va nous permettre d'essayer de trouver, grâce à cet ajustement affine, des données que on n'avait pas mesurées, on n'avait pas observées pour l'instant. Mais c'est des données que l'on va déduire en fonction de la tendance qu'on aura dégagée avec notre ajustement affine. Donc sans plus attendre, on va essayer de voir de plus près ce qu'est un ajustement affine, quelles en sont les propriétés, et comment on va pouvoir se servir de ces propriétés-là et de la méthode des moindres carrés pour construire une fonction qui va nous donner, finalement, qui va utiliser la méthode des moindres carrés, qui va nous permettre de trouver un résultat intéressant. Alors, qu'est-ce qu'un ajustement affine ? Eh bien, on avait vu, quand on avait parlé des statistiques à deux variables, qu'on obtenait souvent un nuage de points. Et à l'époque, on avait essayé de voir si il y avait relation entre ces deux séries statistiques. On avait parlé notamment de covariance, on avait parlé de ce genre de choses, et on avait déjà vu comment est-ce qu'on pouvait avoir finalement un ajustement affine grâce à notre tableur. Donc on avait vu qu'on pouvait tracer une droite qui était à peu près la moyenne, qui était une bonne idée de la tendance de notre nuage de points, et on avait vu comment obtenir l'équation de cette droite dans notre tableur. On avait vu qu'il y avait aussi des coefficients de corrélation pour voir s'il y avait un lien entre les deux séries statistiques. Donc pour rappel, en fait, on utilisait simplement un tableur, et quand on avait représenté en X et en Y nos séries statistiques, on pouvait insérer un graphe, et sous mon tableur, il suffisait que je sélectionne la série de points, que je fasse un clic droit dessus, et je pouvais ajouter une courbe de tendance. La courbe de tendance, je pouvais la mettre justement en linéaire, donc linéaire justement parce que c'est affine, on verra qu'il y a d'autres courbes de tendance exponentielles, logarithmiques, et ainsi de suite. Et on avait la possibilité ici d'afficher l'équation du graphique, et ça nous donnait que la courbe de tendance était 0,9811x plus 0,611, donc ça me l'affiche ici. Tout simplement, on retrouve en fait l'équation d'une droite y égale ax plus b. Ici, a c'est 0,9811 et b c'est 0,611. Je le rappelle que le a c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur, c'est ce qui va déterminer la pente de ma droite, et le 0,611 c'est l'ordonnée à l'origine, c'est simplement la valeur à laquelle la courbe croise l'axe des ordonnées pour x égale 0. Tout simplement. Donc ces valeurs-là, on avait déjà vu comment les retrouver avec un tableur, donc je ne reviens pas dessus, c'est la vidéo qui parle des statistiques à deux variables, reprend un petit peu toutes ces notions-là. On avait vu comment calculer aussi le coefficient directeur de la courbe et le b avec la variance et la covariance. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse un petit peu plus, c'est justement de voir une mise en application de la méthode des moindres carrés. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait un ajustement affine en fait ? Eh bien, quand on fait un ajustement affine, le nuage de points que l'on a observé sur notre graphique, ça peut par exemple être une observation. On a fait plusieurs fois la même expérience, on a noté des points différents, et on aimerait voir finalement, essayer de trouver une moyenne, essayer de trouver une tendance dans ces nuages de points. Et donc, comme pour l'instant, avec des nuages de points, on ne peut pas vraiment dégager une tendance, on va essayer de tracer une droite qui reflète bien l'état, l'observation de notre expérience, et à partir du moment où on a une droite et qu'on a l'équation de la droite, comme on vient de le voir, et bien en fait, il sera facile de trouver des valeurs que pour l'instant on n'a pas encore observées ou qu'on n'a pas encore mesurées. Simplement, on va se dire que pour qu'un point corresponde à l'expérience qu'on a mis en place, il faut simplement qu'il soit sur la droite, donc il corresponde, que ses coordonnées x et y correspondent à l'équation de la droite, y égale à x plus b, qu'on a mis
en lumière. Alors qu'est-ce qu'on veut faire quand on fait un ajustement affine? En fait, on a essayé d'exprimer une tendance. Par exemple, on aimerait savoir si, pour l'instant, est-ce qu'on est sur quelque chose qui va augmenter, est-ce qu'on est sur quelque chose qui va diminuer, et on va essayer peut-être de savoir si la tendance se prolonge telle qu'elle est, peut-être on peut en tirer profit. On peut par exemple essayer d'avoir une tendance dans le domaine de la bourse. Pour l'instant, une action est en train de monter, on peut estimer que la tendance va continuer, et ainsi voir, et ainsi se dire, bah tiens, si la tendance continue de cette façon-là, eh bien j'ai intérêt à investir. Donc c'est pas vraiment des situations, c'est pas toujours très fiable, hein. Ça ne veut pas forcément dire que la bourse ne va pas se retourner à un moment donné, c'est simplement de se dire, si jamais on continue sur cette lancée, où est-ce qu'on va être dans demain, après-demain ou la semaine prochaine. Si on essaye de voir ça au niveau des résultats d'une entreprise, on peut essayer de formuler des prévisions pour l'année prochaine. L'an dernier, on a eu plus de clients qu'il y a 2 ans, cette année, on a plus de clients que l'an dernier. Si la tendance se prolonge, eh bien, c'est une très bonne nouvelle pour l'entreprise. Et donc, ça nous permet de faire des prévisions de croissance et de voir comment on pourrait évoluer. Le but, en fait, d'avoir notre ajustement, c'est de pouvoir estimer des valeurs qui ne sont pas encore présentes dans l'échantillon, qui ne sont pas présentes dans l'observation que l'on vient de faire. On a fait un certain nombre d'expériences, on en a tiré des points, et maintenant, on aimerait, à partir de ces points, tirer une tendance, à partir de cette tendance, pouvoir évaluer, finalement, des points qui n'ont pas été mesurés ou pas observés. Mais si on a la bonne tendance, on va se dire que si ça suit à peu près cette tendance, on va être à peu près dans ces valeurs-là. Donc ça, c'est la deuxième partie de ce qu'on va voir dans la vidéo. On va parler d'interpolation, d'extrapolation, qui vont régler ce genre de problème. Donc je ne reviens pas sur comment est-ce qu'on calcule l'ajustement affine, la droite d'ajustement affine. On l'avait vu dans la vidéo qui parle des statistiques à 2 variables. On va plutôt s'intéresser aujourd'hui à la méthode des moindres carrés, et on va essayer d'en tirer une information intéressante. Pour comprendre la méthode des moindres carrés, on va essayer d'analyser un petit peu graphiquement à quoi elle correspond. Vous avez vu que si jamais j'ai un nuage de points, il y a très peu de chances que mes points soient alignés dès le début. C'est des constatations, il peut y avoir des marges d'erreur, il peut y avoir quelque chose qui n'est pas forcément très linéaire ou très strict, et donc on peut avoir des points qui ne sont pas alignés. Et la droite que j'ai choisi de tracer, la droite de tendance, vous voyez qu'elle ne passe pas par tous les points, ce qui est logique puisque tous les points ne sont pas alignés. Et donc en fait, la méthode des moindres carrés dit que la droite qui est le meilleur ajustement, c'est finalement celle où il y a le moins d'écart entre les points et la droite. Donc c'est la droite qui minimise finalement les écarts des points. Alors elle ne dit pas exactement ça, la méthode des moindres carrés, puisque dans la méthode des moindres carrés, vous entendez le mot carré. Alors, c'est que la distance entre chaque point et la droite a été mise au carré. Et c'est cette somme de carrés, finalement, que l'on va essayer de minimiser. C'est-à-dire que sur le premier point, on va prendre la distance verte qui sépare le point de la droite, on va la mettre au carré, puis on va ajouter la distance qui sépare le deuxième point de la droite au carré, et ainsi de suite, et on aura une somme des carrés. Et cette somme des carrés, c'est ce qu'on va essayer de minimiser. Alors pourquoi est-ce qu'on met les distances au carré ? En fait, je vois 2 raisons qui peuvent être intéressantes. C'est que déjà, vous voyez qu'il y a des points qui sont au-dessus de la droite et des points qui sont en dessous de la droite. Donc dans un cas, l'écart serait positif, dans l'autre cas, l'écart serait négatif. Le fait de mettre cet écart au carré va déjà nous débarrasser de ce problème de signe. Une valeur négative au carré ou une valeur positive au carré va donner, dans les 2 cas, une valeur positive. Donc on se débarrasse déjà des problèmes de signe, on aura toujours une distance positive. La deuxième raison de mettre au carré, c'est que une petite distance au carré, finalement, va provoquer une très petite distance, alors qu'une grande distance au carré va avoir beaucoup plus d'influence. Si vous vous souvenez de la courbe que vous tracez quand vous tracez y égale x carré, si vous avez tracé déjà la fonction f de x égale x carré, vous vous rendez compte en fait qu'au début elle commence très lentement et rapidement elle part un petit peu de façon exponentielle. On appelait ça des paraboles, directement. Et donc ça veut dire en fait que plus la valeur de x est grande, plus elle va avoir d'influence sur notre somme. Et le fait de mettre au carré, ça veut dire qu'un point qui est très éloigné de la droite, finalement, de la droite d'ajustement, va avoir un énorme impact en termes de différence, en termes de distance à la droite. Donc,
les deux choses pourquoi on met au carré, se débarrasser du signe et faire en sorte que les cas extrêmes ne soient pas exclus, mais au contraire aient une grande importance. Donc, maintenant qu'on a compris le principe, il suffit de sommer les distances au carré qui séparent les différents points de ma droite. Je vous propose de mettre tout ça en pratique. Alors, on va prendre un petit exemple. On va essayer de prendre, par exemple, un petit tableau qui va donner le nombre de kilomètres parcourus en fonction du temps. Donc, j'ai une voiture qui part d'un endroit d'une distance 0, donc elle a fait 0 km au temps 0, et elle va faire un petit parcours, et on va se rendre compte qu'au temps 0, donc elle a parcouru 0 km, au temps 1, elle a parcouru 5 km, au temps 2, elle a parcouru 9 km, et ainsi de suite. On pourrait penser par exemple que ce sont des heures, ou que c'est un laps de temps, hein. C'est juste vraiment des intervalles de temps. Vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière. Si je trace graphiquement la progression de ma voiture, vous voyez en fait que la progression n'est pas constante. Elle a peut-être été prise dans les bouchons à un moment donné, à un moment donné elle était sur l'autoroute, elle pouvait rouler plus vite, et ainsi de suite. Donc il n'y a pas forcément de linéarité là-dedans. La voiture n'a pas roulé à vitesse constante, elle s'est déplacée, mais par contre, il y a eu des ralentissements, il y a eu des accélérations, et donc ce qui fait que la progression n'est pas linéaire. Ok. Est-ce qu'on peut quand même en dégager une tendance? Ça veut dire que au temps 6, elle a parcouru 27 km, est-ce que je peux dégager une tendance une courbe de tendance, ou un ajustement affine, finalement, de cette représentation de ce nuage de points? Alors on pourrait le faire naturellement avec Excel, et ça nous donnerait une valeur théorique qui serait la valeur, l'ajustement, le meilleur que l'on peut avoir. Sauf que, professionnellement, ça, on n'est pas toujours dans ce cas-là. En effet, il y a des contraintes également, dans le milieu industriel ou en milieu professionnel, vous ne pouvez pas toujours avoir une précision de 5 ou 6 chiffres après la virgule. Parce qu'il y a des réglages de machines qui ne le permettent pas, parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas la même précision, par exemple avec des problèmes d'arrondi, que ce que vous pouvez pas atteindre la valeur théorique avec la précision des appareils que vous avez. Et donc, on va faire l'hypothèse suivante. On a deux réglages possibles pour vérifier, pour avoir un ajustement affine, et ce sont par exemple deux collègues qui viennent avec deux propositions différentes. Il y en a un qui dit, par exemple, que la proposition 1, il aurait bien ajusté l'hypothèse du parcours de la voiture, des kilomètres parcourus par la voiture, avec un ajustement affine de y égale 4x plus 1, et le second vous dit que lui, il a aussi essayé de voir quel ajustement serait intéressant, et il est arrivé sur 4,3x plus 0,5. Donc là, à chaque fois, on est sur deux droites, hein. La première a comme coefficient directeur 4 et comme ordonnée à l'origine 1, la deuxième a un coefficient directeur de 4,3 et une ordonnée à l'origine de 0,5. Donc on voit qu'on n'est pas très très loin, et si on essaye de tracer les courbes correspondantes, on va voir que c'est très compliqué à l'œil nu finalement de dire quelle est la meilleure approximation possible. Donc là, en bleu, on a les kilomètres parcourus, en rouge, on a la proposition 1, en vert, on a la proposition 2, c'est assez compliqué de dire en fait laquelle se rapproche le plus. Alors comment j'ai tracé ça sur Excel? En fait, c'est pas très très compliqué. Je vais reprendre ici Excel qui correspond à ma courbe de kilomètres, et je vais simplement utiliser la proposition 1. Donc la proposition 1, elle dit quoi? Elle dit simplement que pour calculer y, je vais faire 4 fois x, donc 4 fois x, c'est le temps, plus 1, et donc j'ai juste à tirer ma formule vers le bas, et la deuxième proposition me dit que c'est 4,3 fois x, donc toujours le temps, plus 0,5, et là aussi, je vais obtenir mes données pour la proposition 2. Donc je vais mettre tout ça en forme. Voilà. Et il ne me reste plus, alors là c'est que la première partie du graphique. Là on va la tracer avec les 4 colonnes. On va insérer notre graphique en point relié. Voilà. Donc le titre je vais l'enlever, on n'a pas de titre pour l'instant. Et là même si je l'agrandis, effectivement, on a du mal quand même à savoir quel est finalement l'ajustement affine qui est le meilleur. Alors est-ce que finalement ça on peut le calculer avec la méthode des moindres carrés?
Bah oui, c'est ce qu'on va essayer de faire, et plutôt que de le faire à la main, on va essayer de voir comment on peut le faire résoudre par la machine à l'aide d'une fonction Python. On va donc faire en fait une fonction Python qui va nous renvoyer la somme des carrés, et donc ça va nous permettre de savoir quel est l'ajustement linéaire qui a le moins de distance avec les différents points qui ont été mesurés. Donc, comment on va écrire cet algorithme? On va déjà réfléchir un petit peu aux paramètres de cette fonction. Donc c'est une fonction qui va prendre en paramètre la série des valeurs mesurées, donc c'est-à-dire la valeur de temps et la valeur de kilomètres parcourus, ça elle va en avoir besoin. Elle va prendre le coefficient directeur de la droite à évaluer, donc le A, et l'ordonnée à l'origine de la droite à évaluer, B, puisque je vous rappelle que la fonction d'une droite, c'est y égale ax plus b, a le coefficient directeur, b c'est l'ordonnée à l'origine. Et cette fonction, elle retourne quoi? Eh bien, elle va retourner la somme des carrés des écarts entre les points et la droite. Et comment on va se servir de cette fonction? Eh bien, on va l'évaluer sur les deux propositions qu'on a eues de nos deux collègues, et la proposition qui va nous fournir la somme minimum sera le meilleur ajustement affine que l'on peut déterminer. Donc c'est pas forcément le meilleur théorique, c'est juste le meilleur des deux qui nous a été fourni. Ok, alors comment j'écris une telle fonction? Eh bien, on va se prendre un notepad, et on va déjà commencer à écrire l'algorithme de cette fonction. Alors qu'est-ce que j'écris? Tout simplement, j'écris une fonction qui me donne un écart. Donc je l'appelle donnécart, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'elle prend en paramètre? Eh bien, elle va déjà prendre la série des valeurs mesurées. Donc elle va prendre, disons, L, par exemple, qui est un tableau de couple XY. Donc un tableau de couple XY, tout simplement, puisque le nuage de points, c'est simplement une série statistique selon X, une série statistique selon Y, et donc ce que je vais représenter, c'est chaque point a une valeur de X, une valeur de Y. Donc je vais donner en fait une liste de couples. Le premier couple sera 0, 0, le deuxième sera 1, 5, le troisième sera 2, 9, et ainsi de suite. Donc j'ai bien représenté mon nuage de points avec une liste de couples. Ok. Qu'est-ce qu'il me faut encore? J'ai ma liste de couples, et j'ai dit qu'il me faut également le coefficient directeur de la droite à évaluer, et l'ordonnée à l'origine de la droite à évaluer. Donc, cette fois-ci, j'ai A, le coefficient directeur qui est un réel, et j'ai B, l'ordonnée à l'origine qui est aussi un réel. Et qu'est-ce que je veux retourner? Eh bien, je veux retourner la somme des carrés pour voir, en fait, pour estimer quelle est la somme des carrés de combien l'ajustement affine, en fait, est éloigné du nuage de points. Et donc, je vais donc retourner également un nombre réel. Ok. Il faut maintenant que je déclare les variables locales que je vais avoir besoin. Alors pour le moment, ce que je vois déjà dont je vais avoir besoin, c'est effectivement la somme, que je vais appeler S, et que je vais mettre en réel, c'est en fait la somme des carrés que je vais devoir retourner. Donc celle-là, je vais la composer petit à petit. Je vais débuter ma fonction, et je vais dire qu'au début de ma fonction, déjà dans ma somme, je vais mettre 0, puisque pour l'instant, je n'ai constaté encore aucun écart. Donc ma somme au départ de la fonction est à 0. Ok. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir chaque point du nuage de points, et je vais essayer de déterminer de combien ce point est éloigné de la droite. D'accord. Donc pour ça, on peut utiliser une fonction pour chaque. Donc pour chaque élément dans L, faire, et là on va avoir un fin pour. Donc pour chaque élément, ça veut dire tout simplement que l'élément va parcourir la liste de couples, donc L, donc au premier tour de boucle, il va contenir le premier couple XY, au deuxième tour de boucle, il va contenir le deuxième, puis le troisième, et ainsi de suite. Donc je vais parcourir tous les éléments de mon nuage de points. Donc je les aurai parcourus, et qu'est-ce que je veux faire pour chaque nuage? Eh bien, je veux connaître la distance. Quelle est la distance qui sépare mon point de la droite? Donc, si je veux le représenter sous forme d'image, je veux représenter la ligne verte qui est ici. Alors, comment je représente ça? Eh bien, je sais que mon point
je connais les coordonnées de mon point, c'est ce qui est dans l'élément, c'est les coordonnées x, y de mon point. Maintenant, il faut que je connaisse les coordonnées également du point qui se trouve sur la droite, mais qui a le même x que le point dont j'essaie de connaître la distance. Donc c'est-à-dire pour l'instant je connais, alors je vais l'écrire à côté, pour l'instant je sais que le point du nuage a comme coordonnées x et y. Ça je le sais puisque je connais le tableau d'entrée, je connais tous les x, y des points de mon nuage. Maintenant j'aimerais déterminer le point sur la droite. Alors le point sur la droite, eh bien vous voyez en fait qu'il est sur la même abscisse, il est sur le même x que le point sur le nuage. Donc le x en fait est exactement le même, le x du point du nuage est exactement le même. Il ne me reste plus qu'à déterminer y. Mais y, comment je le détermine? Eh bien facile, puisque y, je sais que le point est sur la droite, donc je sais que le point respecte y égale ax plus b. Donc, je sais que le point de la droite, en fait, il a comme abscisse x et comme ordonnée ax plus b, avec a et b étant le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de la droite que j'essaye de déterminer. Donc ce que l'on va mettre en place, tout simplement, puisqu'on a ça, x je l'ai, y je l'ai dans mon élément, x je l'ai, donc il me reste à calculer l'ordonnée du point sur la courbe qui est à la même abscisse que le point sur le nuage. Donc ça je vais le calculer, donc je vais appeler ça y droite, et y droite est un réel, et donc je vais tout simplement dire que y droite c'est égal à a fois la valeur x de l'élément plus b, et donc je retrouve l'équation de ma droite. L'y de ma droite, c'est tout simplement le point qui correspond à la droite y égale à x plus b, qui se trouve sur la même abscisse que le point nuage que j'essaie de déterminer. Donc maintenant, j'ai tout, j'ai calculé ça, j'ai calculé y, j'ai calculé x, et ça, maintenant, je viens de le calculer, c'est y droite. Bon, bah maintenant, j'ai plus qu'à faire la somme, j'ai plus qu'à incrémenter ma somme, ce qui fait que ma somme, je reprends la valeur précédente de la somme, et j'y ajoute, en fait, je prends y droite moins y, enfin, la valeur y de l'élément, tout simplement. Donc je prends le y qui se trouve sur la droite et j'enlève le y du point que je suis en train de traiter du nuage de points. Et j'oublie pas de mettre au carré, puisqu'effectivement, c'est la somme des distances au carré. Voilà, j'ai pratiquement terminé. Je fais mon fin pour, et j'ai plus qu'à faire en fait un retour de ma somme. Et j'en ai terminé avec mon algorithme. Et donc ça va me donner effectivement la distance, la somme des distances au carré de chaque point du nuage de points avec la ligne d'ajustement affine, avec la droite d'ajustement affine. Je vous propose de le programmer en Python et on va essayer de voir si cette fonction marche. Alors je vais ouvrir un Visual Studio Code, on va essayer de laisser l'algorithme ouvert à côté. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire dans mon Visual Studio Code? Déjà, je vais définir ma fonction, donnécart, qui prend une liste. Je rappelle qu'en Python, le typage est implicite, donc je n'ai pas à mettre le type dans les paramètres. Donc il va prendre la liste de couples, il va prendre le coefficient directeur de la droite que je vais essayer de tester, et il va prendre l'ordonnée à l'origine de la droite que je vais essayer de tester. Pareil, je ne déclare pas mes variables en Python. La déclaration et le typage des variables se fait au moment où je l'utilise pour la première fois. Donc je vais déclarer ma somme et je vais mettre 0 dedans pour dire que pour l'instant, j'en suis au début. Donc pour chaque élément dans L, comment est-ce que j'écris ça? Eh bien tout simplement, je fais for élément in L. Et donc élément va prendre successivement tous les couples de points de mon nuage. Alors pour élément dans L, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais calculer le point y de ma droite, qui est
a la même abscisse que le point dans le nuage que je suis en train de traiter. Donc je vais simplement utiliser, je vais faire A fois élément de 0, donc c'est-à-dire que je prends le... Non, élément en fait c'est un couple x, y, et élément de 0 simplement va prendre le premier élément du couple, donc va prendre x. Et je vais mettre plus b. Et puis ma somme, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Eh bien, je vais simplement y ajouter, exactement comme ce que j'avais écrit dans l'algorithme, y de droite moins élément de 1. Alors élément de 1, cette fois-ci, pareil, élément est un couple, donc élément de 0, c'est le x, et élément de 1, c'est la valeur de y. Et j'oublie pas de mettre tout ça au carré, puisqu'en fait, je veux la somme des distances au carré. On l'a dit tout à l'heure, pour avoir toujours une distance positive, et aussi pour que les points du nuage qui sont vraiment éloignés de la droite aient beaucoup plus d'importance. On donne beaucoup plus d'importance au cas extrême. J'ai fini ma boucle for, il me reste juste à faire un return de la somme, et je vais tester ma fonction. Alors comment je peux tester ma fonction? Eh bien on va revenir à ce que m'ont dit mes deux collègues. On va essayer de faire... On va faire une fonction print qui va donner l'écart. Voilà. On va l'écrire 2 fois et on va essayer de voir quelle est... Alors, on va essayer de faire la proposition 1. Proposition 1. Et dans un second temps, on va faire la proposition 2. Et on va essayer de voir quel est l'écart le plus significatif des deux. Alors déjà, ce qu'on a besoin de faire, c'est récupérer la liste des couples. Bon, alors ça, je vais déjà récupérer la liste, ici, du temps et des kilomètres. Donc je vais faire juste un copier, je vais l'importer dans mon Visual Studio, hop, donc j'ai bien la liste des couples, il ne me reste plus qu'à mettre ces couples dans une liste. C'est-à-dire que je vais faire L égale début de liste. Là, je vais mettre ma fin de liste et je vais simplement faire en sorte que tous les éléments deviennent des couples. C'est-à-dire que je vais... Un couple, c'est simplement un élément qui est composé de deux éléments. Donc là, voilà, entre parenthèses, j'ai dit que c'était un couple. Il suffit encore de mettre une virgule en place. Voilà. Et donc cette fois-ci, j'ai défini L qui est en fait une liste qui contient des couples. Donc le premier c'est 0, 0, le deuxième c'est 1, 5, le troisième c'est 2, 9, et ainsi de suite. Donc ce L, cette liste que j'ai définie, ça va être le premier paramètre de ma fonction. Et ensuite, ma fonction, elle prend quoi? Elle prend le coefficient directeur de la droite que j'ai besoin de tester, et elle prend B, l'ordonnée à l'origine. Donc ça m'est donné par mes collègues. La proposition 1, c'est 4x plus 1. Donc, c'est-à-dire que j'ai un coefficient directeur de 4 et une ordonnée à l'origine de 1. Et la deuxième me dit que j'ai un coefficient directeur de 4,3 et une ordonnée à l'origine de 0,5. Alors, je vais reprendre là. Donc là, j'ai 4.3. Attention, la virgule en Python devient le point. Et l'ordonnée à l'origine, c'est 0.5. Voilà. J'ai plus qu'à sauvegarder. Et on va essayer de voir si tout fonctionne. Donc on va lancer Python moindre. J'ai beaucoup de fichiers qui s'appellent pareil. Moindre.py. Voilà. Alors j'ai une petite erreur. On va regarder où. Ah, il me manque quelque part. Ah oui, bien sûr. Oui, puisque je suis dans une liste, naturellement, il faut que je sépare tous les éléments de la liste avec une virgule. Ok. Donc, j'ai lancé ma comparaison, et vous voyez que ma première proposition me dit que, avec un coefficient directeur de 4 et une ordonnée à l'origine de 1, la somme des écarts entre les points du nuage et de la ligne est de 16. Okay. Alors que si je prends 4,3 et 0,5, eh bien je me rends compte que j'arrive à 11,64. Donc 11,64 étant plus petit que 16, c'est-à-dire qu'avec la deuxième proposition, j'ai moins d'écart par rapport à chacun des points du nuage. Et donc, la proposition 2 est la meilleure entre les deux propositions.
Donc 4,3x plus 0,5 est la meilleure. Si maintenant on voulait s'en rendre compte par Excel, on essaierait simplement de voir si finalement, en reprenant les deux premières colonnes, et j'insère mon graphe, donc j'insère mon nuage de points, ici, et que je m'amusais à calculer ma courbe de tendance, j'ajoute ma courbe de tendance, j'affiche l'équation, et on voit que l'équation est effectivement de 4,2857, 0,7140 plus 0,7143. Donc effectivement, on était plus proche de la deuxième solution. Alors si on a bien fait nos calculs, ça veut dire que si on rentre ce coefficient directeur-là et cette ordonnée à l'origine, normalement, la méthode des moindres carrés devrait nous donner encore moins. Alors essayons. On va faire la proposition opti. Donc la proposition optimisée, elle est de 4,2857 et ordonnée à l'origine 0,7143. On sauvegarde tout ça, on relance, et effectivement, vous voyez que la proposition 2, on était à 11,64, avec la proposition optimisée, on est à 11,42. Donc on est encore en dessous. Alors c'est pas surprenant, effectivement, puisque c'est la meilleure solution, et donc, encore une fois, on a montré que la meilleure solution minimisait la somme des carrés des distances entre les nuages de points et la ligne, et l'ajustement affine. Ok, donc là on a un programme qui marche, on a une droite qui fonctionne, donc, et on a vu comment, on a finalement vu la propriété de la méthode des moindres carrés, et on l'a mis en application pour essayer de déterminer quelle était la meilleure proposition entre les deux. On va parler maintenant un petit peu d'interpolation et d'extrapolation, puisque c'est quand même ce qui nous intéresse dans ce sujet-là. À partir du moment où on a dégagé un bon ajustement affine, c'est-à-dire qu'on a une droite qui donne une bonne tendance, une bonne idée finalement des valeurs qui sont représentées par le nuage de points, eh bien cet ajustement affine peut nous permettre de prévoir des points qui ne sont pas pour l'instant observés, pour lesquels en fait on n'a pas vraiment d'informations. Si par exemple j'étais ici sur mon temps avec les kilomètres, vous voyez que j'ai au temps 1, au temps 2, au temps 3, au temps 4, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui arrive au temps 1,5 ? Qu'est-ce qui arrive au temps 2,5 et ainsi de suite? Eh bien, on va essayer d'estimer, à partir des observations vues et à partir de notre ajustement, qui donne une bonne tendance, à peu près où on se situerait si jamais on prenait des valeurs entre celles qui ont été observées ou celles qui ont été mesurées. Alors ça s'appelle, quand on prend des valeurs entre des valeurs mesurées, ça s'appelle l'interpolation. Quand on prend des valeurs qui sont au-delà des extrêmes, c'est-à-dire typiquement en bas, moins que le temps 0 ou plus que le temps 6, on appelle ça de l'extrapolation. Alors pourquoi on fait une différence entre les deux ? Tout simplement, ce que je peux dire en regardant mes données, c'est que au temps 6, ma voiture a fait 27 km, donc ça veut dire que ma voiture est capable de faire 27 km. Est-ce que ma voiture est capable d'en faire 3000 ? Je ne suis pas sûr, mes observations ne peuvent pas me le dire. Donc, autant l'interpolation, c'est une valeur qui est un petit peu plus sûre, autant l'extrapolation, c'est quelque chose d'un petit peu plus hasardeux. On ne sait pas, en fait, qu'est-ce qui peut advenir à 3000 km. Est-ce que ma voiture, c'est pas une voiture qui va tenir que 30 km ? Et la valeur que j'extrapolerai pour 3000, finalement, n'aurait aucun sens, parce que c'est, en fait, une valeur qu'elle n'atteindra jamais. Et on va essayer de comprendre un petit peu ces mécanismes d'interpolation et d'extrapolation, et quelles en sont les limites. Alors, l'interpolation, comme je l'ai dit, va permettre de définir des valeurs dans le domaine des définitions des valeurs, c'est-à-dire qu'on va essayer de chercher une valeur entre les deux valeurs extrêmes que l'on a mesurées, et donc on est sûr que l'expérience peut avoir lieu dans cet intervalle-là. On a eu des mesures, on a vérifié que ça fonctionne, donc dans cet intervalle-là, on est plutôt sûr. L'extrapolation, c'est quand on va aller au-delà de la dernière valeur, ou avant la première valeur, et donc on navigue un petit peu plus dans l'inconnu. On ne sait pas trop à quoi ça correspond, on ne sait pas si on arrivera à avoir une expérience qui finalement se retrouvera dans ce domaine de définition. Pourtant, la technique reste la même dans les deux cas de figure. Comment est-ce qu'on va faire ? On va juste en fait utiliser l'ajustement affine qui est une
qui a en fait une équation de droite, y égale à x plus b qu'on a définie juste avant. Et on va s'occuper avec cet ajustement affine de calculer les valeurs qui nous manquent. On va juste garder à l'esprit qu'en interpolation, on va être sur quelque chose qu'on est sûr de pouvoir réaliser. Sur l'extrapolation, eh bien, il faut peut-être se poser d'autres questions, essayer de comprendre si on peut se retrouver dans le cas où, dans ce cas extrême, où l'expérience peut encore avoir lieu. Alors on va reprendre un petit peu l'exemple qui fait un peu office de fil rouge de cette vidéo. On a donc mesuré en temps le kilomètre parcouru par une voiture à partir d'un point 0. Et on avait vu que l'ajustement affine qui correspond, donc celui qui était optimisé, avait été une droite qui avait comme équation y égale 4,2857 x plus 0,7143. Donc ça c'est l'ajustement qui a été calculé, qui nous a été donné par le tableur, qui est donc la meilleure interprétation possible. Alors à quoi on va pouvoir servir cette droite et à quel genre de questions on va pouvoir répondre? Eh bien par exemple si par interpolation on veut le nombre de kilomètres parcourus pour les temps 1,5 et 5,5. Eh bien ça c'est quelque chose qui va se calculer. Là on va dire simplement on veut le nombre de kilomètres parcourus et on a le temps. Donc ça veut dire que le temps qui est en première colonne, ça veut dire qu'on a les x. Et donc si je veux savoir quel est le nombre de kilomètres parcourus pour un temps de 1,5, eh bien en fait, il suffit de prendre ma calculatrice et de remplacer x dans mon ajustement linéaire par la valeur 1,5. Ça veut dire que je vais faire 4,2857 fois 1,5. Voilà, ça me donne cette valeur. Et je vais faire plus 0,7143. Et ça va simplement me donner la valeur 7,14285. Donc, par ajustement affine, on estime que, au temps 1,5, la voiture aura parcouru 7,14285. Ce qui a l'air plutôt pas mal comme dans l'idée, puisque ce qui a l'air plutôt correct, puisqu'au temps 1, elle est à peu près à 5 km, au temps 2, elle est à peu près à 9. Avec 7,14, on est un petit peu au milieu. Ok, donc encore une fois, on va s'occuper de l'équation de droite. Donc, c'est-à-dire que si jamais je reprends mon nuage de points qui est ici, et bien tout simplement, ce que va faire mon ajustement affine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 1,5 sur l'axe des x, et j'ai simplement tracé le point, j'ai simplement donné le y qui correspond à j'ai donné le y de la droite d'ajustement affine, qui correspond à un x de 1,5, tout simplement. C'est graphiquement, voilà comment ça se représente. Donc si jamais je voulais représenter au temps 5,5, eh bien je referai exactement la même chose, mais cette fois-ci x est égal à 5,5, et donc je ferai seulement 4,2857 multiplié par 5,5 plus 0,7143, et ce qui me dirait que au temps 5,5, en fait, ma voiture aurait de fortes chances d'avoir parcouru 24,28565. Donc c'est une estimation, hein. On a vu que le nuage des points, c'était pas quelque chose de linéaire, c'était des observations, des données mesurées. Là aussi, c'est juste une estimation. On ne sera pas au centimètre près si jamais on en fait une expérience, mais ça donne une bonne idée de là où pourrait se trouver la voiture après 5,5 unités de temps. Alors là, on a vu qu'on pouvait répondre à la question à quelle distance on sera dans un temps donné. Alors, est-ce qu'on peut faire l'inverse? Alors, effectivement, on peut faire l'inverse. On va voir qu'avec l'interpolation, on peut aussi essayer de savoir combien de temps il nous faudra pour parcourir 10 km ou 25 km. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, tout simplement, on s'est rendu compte que, pour l'instant, on a une droite qui a comme équation 28,57 x plus 0,7143. Et on s'est rendu compte que quand on nous donnait un temps, il suffisait de remplacer x par le temps qu'on nous donnait, et on arrivait à calculer y, qui était la distance. Maintenant, cette fois-ci, ce qu'on connaît, c'est y, la distance, et on aimerait calculer le temps. Et bien, tout simplement, à la place de voir y en fonction de x, on va tout simplement donner x en fonction de y. Donc, comment je peux écrire ça? Eh bien, déjà, je vais enlever 0,7143 à gauche et à droite, ce qui va me faire tout simplement y moins 0,7143 est égal à 4,2857
4,2857x, là, je l'ai enlevé de ce côté-là, donc il a disparu. Et maintenant, pour pouvoir isoler x, eh bien, il suffit que je divise le membre de gauche et de droite par 4,2857. C'est-à-dire que x est égal à, je reprends ce qui est ici, et je le divise par 4,2857. Et donc maintenant, j'ai exprimé x, donc x, le temps, en fonction de y, la distance. Et je peux maintenant, grâce à cette équation-là, répondre à ma question, toujours par l'interpolation, combien de temps faudra-t-il pour parcourir 10 km? Eh bien, je vais prendre mes 10 km, je vais enlever les 0,7143, voilà, et je vais simplement diviser par 4,2857. Et vous allez voir que pour parcourir 10 km, il va me falloir 2,17 unités de temps. J'ai simplement remplacé y par le temps, par le kilomètre, et ça va me redonner le temps. Donc vous voyez que cette droite d'ajustement affine va me servir à répondre aux deux questions, aux questions de kilométrage et aux questions de temps. Si je veux savoir combien de temps il faudra pour parcourir 25 km, pareil, je vais remplacer mon y ici par 25, donc ça va me donner 25 moins 0,7143, que je vais diviser par 4,2857, et normalement, ma voiture aura parcouru 25 km en 5,67 unités de temps. Donc vous voyez encore une fois que cet ajustement affine m'a permis de déterminer un temps en fonction du kilométrage. À partir du moment où je peux donner le kilométrage en fonction du temps, je peux aussi donner le temps en fonction du kilométrage exactement, tout aussi facilement. Il suffit un petit peu que j'isole une variable ou l'autre. On va essayer de parler un petit peu d'extrapolation maintenant, toujours sur la même série statistique. On a toujours notre temps, nos unités de temps qui déterminent la distance parcourue par notre véhicule. Et on a déjà vu l'ajustement affine. Et donc par extrapolation, cette fois-ci, on va essayer de chercher les distances qui sont au-delà des observations que l'on a faites. Donc c'est-à-dire soit inférieur à un temps 0, soit supérieur à un temps 6, soit inférieur à un kilométrage 0, soit supérieur à 27 km. Et on va voir que peut-être en extrapolation, bien que ce soit calculable, est-ce que finalement les valeurs ont toujours du sens? Donc là, on va essayer de chercher le nombre de kilomètres parcourus pour un temps de 150 par unité de temps. Alors cette fois-ci, comment je fais? Tout simplement, comme avant, je remplace mon x par 150. J'ai le temps c'est x, le nombre de kilomètres c'est y, donc je remplace 150. Et on va voir que 4,2857 fois 150 plus 0,743. Et donc cette fois-ci, vous allez voir que pour 150 unités de temps, je m'attends à ce que ma voiture parcourt 643 km. Alors pourquoi l'extrapolation pose question? Tout simplement parce que là, en fait, on a mesuré la distance d'une voiture dans les 6 premiers laps de temps. Donc c'est une tendance qu'on a vérifiée qui est vraiment sur 6 laps de temps, c'est quand même très court. Par rapport à 150, qui est beaucoup plus loin, est-ce que ce qu'on a constaté pendant 6 unités de temps, est-ce que ce sera tenable dans le temps jusqu'à ce qu'on arrive à 150 unités de temps? On pourrait estimer que par exemple pour faire 27 km, j'ai pas eu besoin de faire le plein. Pour 643, j'ai peut-être dû m'arrêter pour faire le plein. Parce qu'il y a une contrainte supplémentaire qui rentrera en ligne de compte. Et peut-être que l'extrapolation devra en tenir compte. Bref, quand on est dans de l'extrapolation, on est toujours dans une donnée un petit peu moins fiable parce qu'il n'y a pas d'observation, on est au-delà de l'observation qui a été faite, au-delà des mesures qui ont été faites. Pareil, pour vous donner un autre exemple, je pourrais calculer quel est le nombre de kilomètres parcourus pour un temps de moins 1. Comme j'ai fait un ajustement affine, j'ai parfaitement le droit de remplacer x par moins 1. Donc ça me donnerait quoi? Ça me donnerait 4,2857 fois moins 1. Non. 4,2857 fois 1 moins 1. Ok. Auquel j'ajoute 0,7143. Et je me retrouve que si jamais le temps est à moins 1, et bien normalement je devrais me retrouver à moins 3,5714 km.
Est-ce que ça a un sens dans l'expérience où on essaie de faire partir une voiture et on essaie de savoir à quelle distance elle sera dans un temps donné? Ça n'a pas tellement de sens en fait d'être sur une unité de temps qui soit à -1. Et pourtant, vous avez vu qu'on a pu utiliser l'extrapolation pour le calculer quand même. Donc à chaque fois que vous êtes dans une extrapolation, essayez-vous de vous demander si vous êtes encore dans les limites de l'expérience que vous êtes en train de faire. Ou alors si vous êtes en train de calculer quelque chose qui n'a aucun sens. C'est pas parce qu'on arrive à calculer quelque chose que le résultat obtenu a forcément un sens. Donc quand vous êtes en extrapolation, il faut essayer de voir si ce que vous avez mis en lumière, la valeur que vous avez obtenue, elle a vraiment du sens par rapport à l'expérience que vous êtes en train de faire. Pareil que tout à l'heure, on va essayer de faire de l'extrapolation, mais cette fois-ci, on connaît le nombre de kilomètres et on veut savoir le temps. Eh bien, quand je suis dans ce cas-là, il suffit de reprendre la formule que j'avais tout à l'heure, où j'avais isolé x, et on va essayer de savoir maintenant, pour 1000 km par exemple, combien de temps il va me falloir. Donc je remplace simplement mon y ici par 1000, et je calcule. Donc 1000 moins 0,7143 divisé par 4,2857. Et normalement, il me faudra donc 233,17 unités de temps pour parcourir 1000 km. Là aussi, je vous rappelle qu'on a des données qui nous permettent de dire que notre voiture elle a été capable de parcourir 27 km. Est-ce qu'elle sera capable d'en parcourir 1000 ? Pour l'instant, on n'en a aucune idée. On n'a aucune observation qui nous le confirme, aucune expérience, on est bien au-delà de ce qu'on a pu constater et observer. Donc, même si c'est calculable, on prend le risque de se dire que peut-être notre voiture n'y arrivera jamais. Ok, encore une fois, pour montrer un petit peu pourquoi l'extrapolation peut parfois vous ramener une valeur qui n'a aucun sens, on pourrait toujours se poser la question, combien de temps il faudrait pour parcourir moins 10 km ? Alors qu'est-ce que c'est moins 10 km ? Ça n'a pas aucun sens, hein. Est-ce que c'est 10 km en marche arrière ? Ça n'a aucun sens, et pourtant vous allez voir que si on l'utilise, on va quand même pouvoir le calculer. Si je remplace maintenant mon y par moins 10, c'est-à-dire que je mets donc 10 moins 10, j'enlève de moins 10 0,7143, et je divise par 4,2857 et j'obtiens moins 2,5, c'est-à-dire que je parcourrai moins 10 km en moins 2,5 unités de temps. Là aussi, sur l'expérience qu'on est en train de mener, ça n'a pas vraiment de sens. On se retrouve sur un temps négatif, alors que nous, ce qu'on essaie de mesurer, c'est combien va parcourir une automobile dans un laps de temps. Ça n'a pas vraiment de sens de se retrouver avec des valeurs négatives de temps, comme ça n'a pas vraiment de sens de se retrouver avec des valeurs négatives de kilomètres. Encore une fois, quand vous êtes dans l'extrapolation, vérifiez bien que les valeurs obtenues ont un sens au niveau de l'expérience que vous êtes en train de mener. Avec l'interpolation, vous n'avez pas trop ce problème-là de vérification, puisque vous êtes toujours entre deux observations, entre deux mesures que vous avez faites. Donc voilà un petit peu un complément sur l'ajustement affine. Donc c'est un complément qui est apporté à la vidéo qui parlait justement des statistiques à deux variables qui nous expliquait comment calculer l'ajustement affine optimisé, parfait. On calculait le coefficient directeur avec la covariance et on calculait l'ordonnée à l'origine avec les valeurs moyennes de x et les valeurs moyennes de y. Là, on a changé un petit peu le problème. On n'a pas voulu forcément retrouver l'ajustement optimum. On est parti de deux ajustements qui étaient proposés, une proposition 1 et une proposition 2, et on voulait juste, avec la méthode des moindres carrés, déterminer quelle est finalement la meilleure des deux propositions à adopter. Et on a vu qu'on a pu écrire un petit programme Python, que je vous mettrai naturellement en description si vous voulez le récupérer et le modifier un petit peu. On a vu qu'on pouvait récupérer justement la meilleure des propositions, grâce aux propriétés de la méthode des moindres carrés qu'on avait mis en lumière, et qu'on est arrivé, ces propriétés-là, à les programmer dans une fonctionnalité Python. Et cette fonctionnalité, ensuite, on l'a utilisée pour savoir quelle était la meilleure des deux propositions. Enfin, la vidéo a terminé sur des calculs d'interpolation et d'extrapolation. Je vous ai expliqué aussi pourquoi on faisait la différence entre les deux. L'interpolation va toujours essayer d'évaluer une valeur alors qu'on est encore dans le domaine des valeurs qu'on a constatées, observées. L'extrapolation va aller au-delà des limites
constater ou mesurer. Donc l'extrapolation va demander une attention supplémentaire pour essayer de voir si les valeurs obtenues ont finalement un sens au niveau de l'expérience que l'on est en train de mener. Donc j'espère vous avoir apporté plus de précision sur l'ajustement affine et comment est-ce que finalement ça peut être programmé dans un langage de programmation comme Python. À bientôt!